Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une architecture un peu particulière. Une architecture invisible, mais qui pèse des milliards. Celle que les plus grandes entreprises du monde construisent pour se frayer un chemin dans le labyrinthe de la fiscalité mondiale. Alors, comment élaborent-elles ces montages si complexes pour réduire en toute légalité leurs factures d'impôts? Allons voir les plans de plus près. C'est la question qui fâche. Comment est-ce possible que des géants qui brassent des profits colossaux finissent par payer proportionnellement moins d'impôts qu'une PME de quartier? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas vraiment dans l'illégalité, mais plutôt dans une ingénierie financière incroyablement sophistiquée. Bon, mettons tout de suite les choses au clair. Il y a une distinction fondamentale à faire. D'un côté, on a l'optimisation fiscale. C'est légal, c'est l'art de jouer avec les règles, d'exploiter les failles d'un système pour trouver ce qu'on appelle la voie la moins imposée. Et de l'autre, il y a la fraude fiscale. Et là, on est dans l'illégal. On parle de dissimulation de revenus, de violation pure et simple de la loi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien la première catégorie, celle qui se déroule dans les zones grises de la légalité. Voici le programme. On va commencer par regarder le contexte global, ce grand défi fiscal. Ensuite, on ouvrira la fameuse boîte à outils des architectes de l'optimisation. On verra aussi que le système est un vrai gruyère, avant d'analyser la riposte des États. Et enfin, on se posera la question, est-ce que cette bataille est vraiment sans fin ? Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de toute cette histoire, c'est un environnement mondial qui a créé une sorte de course effrénée entre les pays, poussant de fait les entreprises à minimiser leurs impôts. Juste pour avoir une idée du chemin parcouru, il faut savoir qu'en France, jusqu'en 1985, le taux de l'impôt sur les sociétés, c'était 50%. Oui, 50%, un chiffre qui semble aujourd'hui sorti d'un autre temps. Et pourquoi cette chute vertigineuse ? Tout simplement à cause d'une concurrence fiscale féroce entre les États. Chaque pays a voulu attirer les multinationales et leurs investissements en leur offrant des taux d'imposition toujours plus bas. C'est ce qu'on appelle la course vers le bas. Et sans le vouloir, ça a déroulé le tapis rouge aux stratèges de l'optimisation. On arrive au cœur du réacteur, là où l'on découvre toute l'ingéniosité de la mécanique fiscale. Voyons un peu les outils que ces fameux architectes utilisent pour bâtir leur montage. L'outil numéro 1, le plus important, c'est le prix de transfert. C'est un concept un peu technique, mais en fait c'est simple. Imaginez un groupe qui a des filiales dans plusieurs pays. Quand la filiale A vend un produit ou un service à la filiale B, elle fixe un prix. Ce prix, c'est le prix de transfert. Et comme c'est une transaction interne, l'entreprise a une marge de manœuvre énorme pour le fixer. C'est là que tout se joue. Voyons un exemple de montage typique. Première étape, la maison mère, située dans un pays à forte fiscalité, développe un brevet, une marque, bref, un actif de grande valeur. Deuxième étape, elle fait payer une licence d'utilisation de ce brevet à sa propre filiale, qui, elle, est basée dans un paradis fiscal. Et là, astuce, le prix de cette licence est fixé à un niveau artificiellement très élevé. La conséquence, dans le pays d'origine, ça crée une charge gigantesque qui vient littéralement gommer les bénéfices. Pendant ce temps, les profits s'accumulent dans la filiale où ils sont très peu, voire pas du tout imposés. Voilà, les bénéfices ont été déplacés comme par magie. Bien sûr, ces flux d'argent ne se font pas au hasard. Ils suivent des schémas, des architectures d'entreprises très précises. Qu'elles soient en cascade, comme une pyramide, ou en étoile, ces structures sont en fait l'ossature même qui permet à ces montages de tenir debout. Et pour voir comment tous ces outils s'imbriquent, rien de tel qu'un cas d'école. Le fameux montage de Google que l'on a surnommé le sandwich. Alors là, le montage est assez génial, il faut le reconnaître. L'idée, c'est de faire transiter l'argent par 3 pays différents. Les redevances publicitaires de toute l'Europe sont collectées par une filiale en Irlande. De là, elles sont envoyées à une société écran aux Pays-Bas pour être quasi instantanément renvoyées vers une autre société irlandaise, mais dont le siège fiscal est aux Bermudes. Ce petit détour par les Pays-Bas permettait d'exploiter un traité fiscal pour éviter toute imposition au passage. Au final, des milliards de profits atterrissaient aux Bermudes, un paradis fiscal, sans avoir été taxés ou craie sous pied. Mais il faut être clair, ces architectures, aussi complexes soient-elles, ne pourraient pas exister sans un élément essentiel, les paradis fiscaux. C'est l'environnement qui permet à ces montages de fonctionner. Alors, qu'est-ce qui définit un paradis fiscal ? L'OCDE a établi des critères assez précis. D'abord, des impôts très faibles ou carrément nuls. Ensuite, un manque total de transparence. Et enfin, le point crucial, le refus de partager des informations fiscales avec les autres pays. La recette est simple, mais terriblement efficace. Les impôts proches de zéro attirent les capitaux. Le secret bancaire les protège des regards indiscrets. L'absence d'échange d'informations garantit l'opacité. Et pour couronner le tout, on peut y créer des sociétés boîtes aux lettres, des coquilles vides, sans bureau ni employés, qui servent juste à faire circuler l'argent. Évidemment, face à cette hémorragie fiscale, les États ont fini par réagir. Une contre-attaque mondiale a commencé à s'organiser pour essayer, tant bien que mal, de colmater les brèches du système. L'arme principale des administrations fiscales,
C'est ce qu'on appelle l'abus de droit. L'idée, c'est de dire, peu importe si votre montage respecte la lettre de la loi, s'il n'a aucune justification économique et que son seul et unique but est d'échapper à l'impôt, alors on considère qu'il est artificiel et on peut le retoquer. Le problème, c'est que la riposte est devenue elle-même un labyrinthe. Ce qu'on voit ici, c'est un peu l'enfer d'un inspecteur des impôts. Pour chaque type de montage, il existe des dizaines de règles, de clauses anti-abus, d'exceptions. À force de vouloir tout prévoir, les États ont créé une complexité monstre qui, ironiquement, génère de nouvelles failles. C'est un jeu du chat et de la souris qui ne s'arrête jamais. La lutte a donc dû changer d'échelle et devenir mondiale. Elle est menée par l'OCDE à travers le projet BEPS. C'est un acronyme un peu barbare qui veut dire érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices. L'objectif est de mettre tous les pays d'accord sur de nouvelles règles du jeu, et surtout de mettre fin à l'opacité grâce à l'échange automatique d'informations entre les pays. C'est vraiment l'arme principale. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que cette course-poursuite entre les génies de la finance et les législateurs peut vraiment avoir une fin? Parce que l'enjeu, il n'est pas que technique, il est profondément politique. Comme le souligne une des sources de notre analyse, la justice fiscale, c'est le ciment de nos sociétés modernes. S'assurer que chacun, y compris les plus puissants, contribue équitablement, c'est une priorité absolue pour maintenir la cohésion sociale. Et au fond, tout se résume peut-être à cette simple question. Dans un monde où le capital, l'argent, peut traverser la planète en un millième de seconde, est-ce que la loi fiscale, qui est par nature lente, nationale et complexe à modifier, a une chance de le rattraper un jour? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque. Merci d'avoir suivi cette analyse.